Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravie de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mardi 26 janvier. L'intersyndicale de l'éducation nationale en est à son deuxième jour de mobilisation. Selon le rectorat, ce mouvement est suivi par 10,50% des enseignants du premier degré, 37,60% des enseignants du second degré et 14,70% des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé. Très tôt ce matin, un cortège est parti du rectorat aux Abîmes, direction la préfecture à Basse-Terre. Les négociations sont toujours en cours. On rappelle que les syndicats dénoncent des suppressions de postes. Le préfet de Guadeloupe qui a par ailleurs présidé hier le premier comité de gestion du virus Zika. Aujourd'hui, le niveau d'alerte dans notre département se situe au niveau 2. Les femmes enceintes doivent particulièrement adopter des mesures de protection renforcées. Alors, les Guadeloupéens sont-ils inquiets face à un éventuel risque d'épidémie? C'est ce qu'a voulu savoir Muriel Barlagne. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le moustique Aedes aegypti, vecteur du Zika, est présent dans pratiquement tous les pays d'Amérique. La maladie devrait s'étendre rapidement dans la région où elle atteint déjà 21 pays sur 55. La Guadeloupe n'est pas épargnée. Selon l'ARS, 2 cassures ont déjà été signalées. Les Guadeloupéens sont-ils inquiets? Les avis semblent partagés. Ça vous fait peur le Zika? Ah oui, hein. Ah oui, on a déjà beaucoup de piqûres. Tout, je sais que ma mère là, on avait déjà eu un problème avec le chikungunya. Et là, on essaie de faire au mieux. Et surtout moi. Surtout moi, je suis malade, très malade. Je fais toutes les précautions. Je prends tout ce qu'il y a comme précaution pour me protéger. Parce que j'aimerais pas attraper la Zika avec mon maladie maintenant. Je crois que je vais mourir. Bon, j'ai eu le chikungunya, j'ai eu la dengue, j'ai su comment faire pour m'en débarrasser. Et puis bon, ben là, si le Zika se présente, bon, on va trouver une parade. Bah, c'est comme tous les années, hein. Peur ou pas peur, ça ne change rien. Après le chikungunya qui nous est sorti de Dieu sait où, on a le Zika maintenant. Pour éviter le Zika, le message de l'ARS est clair, il faut surtout lutter contre les gîtes larvaires, entre autres précautions à prendre pour se protéger. Ce message semble être bien passé. La population interrogée dans la rue est bien informée. Mais bon, c'est toujours la même chose, hein. C'est jeter les eaux, faire un nettoyage pour que, voilà, il n'y a pas de prolifération de moustiques. Je ferme ma porte. Je ferme le volet, je ferme la porte. Surtout, ils sont en pleine construction alentour de où ça j'habite là. Et si je te dis il y a des moustiques, il y a des moustiques. Ben déjà, on commence par éliminer toute source de reproduction, c'est-à-dire l'eau, dans les vases à fleurs, dans les plantes, etc. Et puis bon, on prend une petite crème ou un petit truc qui peut protéger des piqûres de moustiques. On achète les produits qu'il faut et on se débarrasse de l'eau qui dort autour de la maison, mais il faudrait aussi que tout le monde fasse la même chose que moi pour que ça puisse être équitable et favorable à tout le monde. En 2014, l'épidémie de chikungunya avait touché tous les pays de la Caraïbe. 40% de la population guadeloupéenne avait été infectée. Et pour l'instant, un cas de Zika a été confirmé en Guadeloupe. En bref, le président de la région, Harry Chalus, rencontrait hier le Premier ministre Manuel Valls à Matignon. Les deux hommes ont évoqué plusieurs points, notamment le coût de fonctionnement du Memorial Act. Manuel Valls a annoncé qu'il sollicitera la ministre de la Culture pour qu'elle étudie l'inscription du Memorial Act comme établissement public de coopération culturelle. Cette inscription permettrait d'atténuer le coût de fonctionnement de la structure. Le président de la région Guadeloupe, Harry Chalus, qui rencontre actuellement la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin. Le coup de gueule à présent du collectif de défense mobile. Depuis quelques jours, il dénonce la mauvaise gestion des responsables de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre. Pour le collectif, cette mauvaise gestion serait à l'origine de l'augmentation des impôts. On fait le point tout de suite avec Karine Gielman. La situation financière de la CANBT, les communes du Nord Basse-Terre, en cause dans la hausse des impôts. Celle-ci, en effet, est sous tutelle de la Cour des comptes, une augmentation significative. Pour la taxe foncière, 12,4%. Pour la taxe d'habitation, 11%. Pour la taxe des ordures ménagères, 11,04%. Alors, c'est pas une hausse qui n'a pas été annoncée. Le problème, c'est qu'il manque 3 millions dans les caisses.
Aujourd'hui, nous disons qu'il n'est pas normal que la population paye. Aujourd'hui, nous avons essayé de savoir et nous avons vu que, on prend 3 exemples, il y a eu la construction du hall des sports de Goyave qui a été budgétisé à 3 millions. Eh bien, ça s'est terminé à 5 millions. Aujourd'hui, nous avons vu la piscine de Petit-Bourg qui était budgétisée à 2 millions 4 à peu près et ça s'est terminé à 4 millions. Donc aujourd'hui, nous avons la base nautique de Sainte-Rose qui est budgétisée à 1,3 million. Eh bien, nous avons vu en finalité que ça a terminé à 2 millions 2 millions 1 à peu près. Aujourd'hui, nous disons qu'il n'est pas normal, qu'on accepte effectivement des surplus qu'on n'arrive pas à expliquer et qu'on demande à la population de payer alors que nous sommes sûrs qu'il y a effectivement des problèmes par rapport à cette gestion de fait. Le collectif de défense mobile a déjà mis en place une campagne d'information, distribution de tracts, mais aussi meeting afin de sensibiliser la population. Alors, en gros, ils ont jusqu'à février. Mais nous n'allons pas attendre effectivement février. Ce que nous voulons, effectivement, c'est ne pas accepter cette augmentation. Maintenant, c'est aux représentants de l'État. Maintenant, c'est au président de la communauté d'agglo. Maintenant, c'est au maire, effectivement, de nous dire quelle décision qu'on prend pour qu'on puisse effectivement permettre à ce que les populations du Nord-Bastère puissent ne pas payer, toujours payer lorsque nous constatons surtout qu'il y a eu une gestion un peu facile, quoi. Une mauvaise gestion que le collectif n'entend donc pas laisser passer. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce midi d'énergie renouvelable au Costa Rica. Nous irons également à Sint Maarten et aux Bahamas. Voici la Minute Caraïbe. Présenté comme le plus grand projet immobilier commercial de la Chine dans l'hémisphère occidental, Baha-Mar est un complexe de villégiature qui pèse 3,5 milliards de dollars. Prévu pour contribuer à 12% du produit intérieur brut de l'archipel des Bahamas, le projet est à l'arrêt et cause les dommages économiques les plus graves que ce petit État insulaire ait vécu depuis la crise financière mondiale. Le risque d'échec du projet est si lourd que Standard & Poor's a déclassé la cote de crédit du pays. Des milliers de Bahaméens avaient prévu de travailler dans la station balnéaire qui aurait dû ouvrir ses portes cette année. Mais le développeur a déposé le bilan et un liquidateur a été nommé. La querelle entre l'entrepreneur chinois et son sous-traitant local, Sargis Ismirlian, s'intensifie. La partie chinoise accusant le partenaire local de mauvaise gestion et le second d'échéances manquées. Les échanges sont rompus et aucun progrès n'est à espérer pour l'heure dans cette station terminée à près de 97%. Le Premier ministre des Bahamas, Perry Christie, a pris la parole pour rassurer ses concitoyens et a déclaré être proche, très proche de trouver une solution. Pour l'opposition, le gouvernement distille de faux espoirs à la population. Le Costa Rica, petit pays d'Amérique centrale, envoie un message fort au reste du monde en réalisant la prouesse de produire 99% de son électricité à partir de sources renouvelables. À l'heure où le monde doit s'astreindre à une révolution énergétique profonde, le Costa Rica apparaît comme un symbole d'espoir pour un mouvement mondial plus large vers un avenir durable. Le pays est en très bonne voie vers sa totale décarbonisation et nourrit l'ambition de toucher à la neutralité carbone avant 2021. Très tôt, le Costa Rica a fait le choix d'une faible consommation d'énergie par habitant et par habitation. Le pays a été pionnier en matière d'écotourisme qui attire bon nombre de touristes. Il a su développer à la fois l'hydroélectricité produite à partir des fortes pluies tropicales, la géothermie, l'éolien, la biomasse et l'énergie solaire. Preuve qu'un patchwork de sources énergétiques complémentaires, couplé à une consommation des ménages relativement mesurée, peut amener tout un pays vers l'autosuffisance énergétique. Le Costa Rica est aujourd'hui un exemple mondial. Le Westin Down Beach Resort and Spa à Sint Maarten a nommé l'ancien joueur professionnel de hockey, Dennis Aaron, comme directeur des ventes internationales. Il sera en charge de la collaboration du resort avec les voyagistes et les agents de voyage aux États-Unis, au Canada, en France et en Amérique du Sud. En tant qu'ambassadeur, il représentera l'établissement hôtelier lors des salons dans diverses villes à travers l'Amérique du Nord et en France. Dennis Aaron a joué pendant 14 ans dans la Ligue nationale de hockey en tant que gardien de but des Penguins de Pittsburgh et les Canadiens de Montréal. Il précise aimer relever les défis tous les jours. Aaron ne débute pas dans l'hôtellerie, il a travaillé au Radisson Aruba et au Radisson Blu de Sint Maarten. Selon Aaron, la transition du hockey vers l'industrie du voyage était naturelle pour lui.
comme il est resté dans de nombreux hôtels au cours de son activité de hockey et a expérimenté plusieurs marques différentes tout au long de sa carrière sportive, il a aujourd'hui une idée très précise du service haut de gamme hôtelier que l'on doit offrir à un touriste. Retour en Guadeloupe avec cette série de réunions cette semaine au CREPS qui a pour thème le dopage. Des policiers formateurs venus de métropole sont présents pour informer mais aussi former le monde sportif. Il faut en effet parler de ce fléau le plus tôt possible. Le reportage d'Éric Pommier. Le navigateur Victor Jean-Noël est ici en séance de réflexion et d'échange avec d'autres acteurs du monde sportif pour évoquer la problématique du dopage, du moins soulever les questions qui interpellent. Le dopage, un phénomène qui s'est généralisé au fil du temps. Il s'agit tout simplement d'informer et de protéger notre jeunesse contre il faut vraiment lutter contre le dopage parce que les conséquences sur la santé de la population, parce que les jeunes qui deviendront des adultes, on ne sait pas du tout quelles sont les conséquences à long terme et c'est pour ça qu'il faut en parler, il faut éduquer les jeunes et il faut qu'ils se protègent parce que c'est vraiment un problème de santé publique au-delà de l'honnêteté de gagner une compétition dans des conditions pas très recommandables. Philippe Barrault et David Gradel sont des policiers experts en stupéfiants. En mission en Guadeloupe pendant une semaine, ils sont venus informer essentiellement les cadres sportifs. Le dopage constitue en effet un danger pour la santé du sportif. L'information, bien évidemment, va être le premier outil de la prévention. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on sait que beaucoup de jeunes, beaucoup de moins jeunes sont confrontés directement ou indirectement à la problématique du dopage, qui est une problématique de santé publique, sans pour autant en fait avoir des informations nécessaires à une approche en fait éclairée. Et oui, donc les informer, les prévenir et les éloigner au maximum donc, de ces conduites à risque est quelque chose de relativement important, bien évidemment. En tout cas, ce n'est pas l'affaire de simplement des médecins ou des policiers ou des juges ou des douaniers, c'est l'affaire des encadrants sportifs, c'est l'affaire des parents, c'est-à-dire qu'un jeune qui est confronté à une situation de performance doit avoir de la part des gens qui l'entourent un certain nombre d'indicateurs, notamment ce que l'adulte en pense, ce que l'encadrant en pense. L'adulte doit fixer des limites, c'est un peu une sorte d'étoile polaire. Donc pour le jeune, c'est la première des préventions, c'est une prévention de proximité, pas forcément une prévention institutionnelle. Okay. Le dopage doit être l'affaire de tous. Plusieurs journées de prévention du dopage et des conduites dopantes sont programmées. Vendredi matin à la Cité des métiers, public concerné, les élèves de la Cité scolaire d'excellence sportive du CREPS. Se tiendra également une conférence à l'université de 14h à 17h. Elle est ouverte au grand public. On reste dans le domaine du sport avec du futsal. La sélection guadeloupéenne affronte aujourd'hui l'équipe de Trinidad. C'est dans le cadre du tournoi de la Caraïbe qui se déroule à la Havane, à Cuba. Il s'agit de la petite finale du tournoi pour une 3e place. Et plus important, ce match est qualificatif pour le tournoi CONCACAF de futsal. Une idée de loisir à présent, la patinoire de Jarry, ça y est, a ouvert ses portes au public. Il y a maintenant quelques semaines, 500 mètres carrés où vous pouvez patiner. Il s'agit d'une structure définitive. Anne-Elisabeth Artsen a chaussé ses patins pour quelques glissades. Vous adonnez aux joies du patin à glace sans quitter la Guadeloupe. Vous en rêviez ? Eh bien, le Palais des Glaces l'a fait. Après 6 mois de mise en œuvre et de nombreux réglages pour offrir des conditions optimales aux patineurs, le complexe est prêt à accueillir le public. On est parti sur une base où on veut une patinoire définitive pour pouvoir former bien sûr Guadeloupe, terre de, comme on dit, de sportifs. Hein. Donc en former de nouveau, faire des équipes de hockey sur glace. Donc pour ça il fallait une glace pour l'année. Donc des réglages. Beaucoup de réglages, c'est pour ça que malheureusement on n'avait pas pu ouvrir en août et qu'on a tout basculé sur le mois de janvier. C'était pour les réglages, c'est-à-dire que la glace existe depuis longtemps mais on n'a pas voulu faire les personnes patiner sur une glace qui n'était pas sûre de rester pour ne pas avoir de déception. Passionné avant tout, Thierry patine depuis l'âge de 6 ans, tout comme Kélia. Cette patinoire, il l'attendait donc avec impatience. L'idée existe de quelqu'un, de grand homme qui a toujours fait ça en Guadeloupe. Ensuite, c'est un homme pour qui j'ai travaillé quand moi j'avais 14 ans et on s'est rencontrés d'un grand hasard à Jarry. Il m'a dit qu'il ouvrait une patinoire et je lui ai dit on le fera ensemble et on formera une grosse équipe avec l'expérience et la jeunesse et ça donne ça. Je suis contente parce que j'avais pas envie de partir de France parce qu'il n'y en avait pas en Guadeloupe. Je voulais continuer en métropole.
Pour son premier gros événement, le Palais des Glaces accueillera la troupe officielle de la Reine des Neiges pour 10 représentations. En outre, la patinoire est ouverte au public de 10h à 21h si vous aussi, vous avez envie de caresser la glace en plein cœur de Jarry. Et le rendez-vous est pris pour la rédaction d'Alizé. Allez, info pratique maintenant, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. Sachez qu'à Grand-Camp, aux Abîmes, un renouvellement de compteurs est effectué depuis ce matin. Conséquence, des manques d'eau peuvent se faire sentir jusqu'en début d'après-midi. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos conditions météo pour cet après-midi en Guadeloupe. Le soleil sera au rendez-vous avec malgré tout quelques passages nuageux. Les températures afficheront entre 27 et 29 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport, suivi du journal de TF1 et de petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. Bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.